Monde numérique. On a développé en 9 mois, donc en un temps record, à la fois l'intelligence artificielle du robot, donc le cerveau du robot, ce qui lui permet, d'apprendre en temps réel. Donc on a créé cette nouvelle, méthode qui s'appelle, real time learning. Puis le deuxième, c'est, le corps du robot, et donc, on développe tout, hein, IA, software, hardware, des pieds, des jambes, au corps, aux bras, aux mains, à la tête. Bonjour Rémi Cadenne. Bonjour. Vous êtes CEO et fondateur de la société UMA, UMA, toute jeune entreprise de robotique française. Vous n'avez que quelques mois d'existence. Vous avez été créé en... Octobre 2025. Voilà, donc au moment où on enregistre cette interview, vous n'avez même pas un an. Enfin, la compagnie n'a même pas un an. Et vous vous lancez sur ce marché qui est à la fois très excitant, mais qui commence à être aussi... il y a beaucoup de monde, les robots humanoïdes. Vous pouvez nous présenter un petit peu UMA? Quelle est la philosophie? Eh bien, chez UMA, donc Universal Mechanical Assistant, on crée en fait un assistant mécanique universel. Donc un robot humanoïde. On crée 2 robots, un robot sur roue et un robot avec des jambes. Et ce sont des robots qui ont des capacités de dextérité, qui peuvent manipuler tout un tas d'objets et qui sont intelligents, qui peuvent s'adapter et apprendre. Et le but, c'est de les déployer le plus rapidement possible dans des centres logistiques, dans un premier temps. Et puis ensuite, pour participer d'une réindustrialisation. Donc c'est ça la mission, et de le faire avec les robots qui sont le plus safe, les plus sécurisés possibles et les plus capables. Alors, vous allez nous expliquer ça en détail. D'abord, je disais une entreprise très jeune. Donc, en 9 mois, qu'est-ce que vous avez fait? Où en êtes-vous? Parce que le robot, il n'existe pas encore. Enfin, il commence à peine à exister, sous forme de prototype. Ça, eh bien, en fait, on a développé en 9 mois, donc en un temps record, à la fois l'intelligence artificielle du robot, donc le cerveau du robot, ce qui lui permet d'apprendre en temps réel. Donc on a créé cette nouvelle méthode qui s'appelle real time learning, l'apprentissage en temps réel, comme quand vous apprenez pour la première fois à nouer les lacets, vos parents vous apprennent, vous montrent, et puis ensuite par une séquence d'essais et d'erreurs des fois, et bien très rapidement vous allez apprendre et vos mains vont savoir le faire de façon quasi innée. Et donc c'est cette capacité très rapide d'apprentissage qu'on développe dans ces robots. Et puis le deuxième, c'est le corps du robot. Et donc on développe tout, IA, software, hardware, des pieds, des jambes, au corps, aux bras, aux mains, à la tête. Et du coup, on a développé en 9 mois notre premier prototype, Ouais. qu'on appelle version 0, version 0, et qui a été designé, assemblé à Paris, et qui tient debout tout seul, qui peut être contrôlé, qui peut bouger la tête, manipuler certains objets. Qui tient le coup quand on le bouscule aussi. Exactement, on témoigne de ça parce Ouais. qu'on a essayé de le faire tomber. Et C'est un grand il tient- défi, ça, de la robotique, l'équilibre, et de faire en sorte que si on le pousse, il puisse se retrouver, ne pas se casser la figure. Exactement, ouais, c'est vraiment la clé En fait. du développement de ces robots, c'est qu'ils soient assez intelligents, assez adaptables pour être robustes dans plein d'environnements, et surtout être le plus sécurisé possible, D'accord. être conscient de l'environnement, et donc ne pas tomber, être aussi léger. Et donc voilà, safety, c'est extrêmement important pour nous, c'est les fondations de ce qu'on fait. Et on est persuadé que les entreprises qui gagneront dans cette robotique, donc il y a plein d'acteurs, le marché est très grand, mais les entreprises qui gagneront, ce sont celles qui en fait créent la confiance dans cette nouvelle robotique qui va être amenée à être très présente dans nos vies. La confiance, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire le fait que les robots ne soient pas dangereux? Exactement, qu'ils soient des assistants mécaniques universels, donc qu'ils soient les plus à même de nous aider au quotidien, à la fois dans l'industrie, donc pour participer de la réindustrialisation, des besoins d'indépendance des pays,
Mais en plus de ça, même dans les laboratoires de recherche, Mmh. où ils pourront sûrement accélérer en biologie tout un tas de manipulations d'objets liées à la recherche, et donc d'accélérer la recherche, les temps de recherche, et puis aussi éventuellement dans vos maisons, où ils seront des assistants qui, permettront de... C'est une technologie qui permettra d'augmenter la qualité de vie pour Mmh. tous. C'est votre vision? Bah oui, c'est pour ça qu'on crée cette robotique-là, effectivement. C'est très difficile de faire un robot, hein. On Mmh. voit, il y a beaucoup d'annonces, partout dans le monde, en Asie, aux États-Unis, en Europe, en France donc, et puis en même temps, il faut faire la part des choses entre les jolies vidéos où on voit des robots qui sautent, en fait, ils sont télécommandés et puis ils peuvent pas faire ça très longtemps parce qu'ils chauffent, parce qu'au bout d'un moment, ils peuvent se casser la figure et cetera, et puis la vision que vous décrivez, on en est quand même encore assez Mmh. loin finalement. Eh bien oui, mais il y a des challenges techniques, effectivement, mais en fait, ça évolue très rapidement. En Ouais. fait, on arrive à atteindre des capacités, il y a seulement 2 ans, on était encore très, très loin. Même d'imaginer certaines prouesses que ces robots sont capables d'effectuer. Donc je pense que les choses, justement, avancent rapidement, et il faut faire le pari que l'innovation va s'accélérer et va permettre de développer ces robots. Nous, notre but, c'est à la fin de l'année d'avoir quelques robots dans des centres, chez des customers, Les clients? des clients, Mmh. des partenaires, déployés, et qui arrivent à automatiser des tâches qui peuvent être assez pénibles, Par exemple, quel type de assez... tâche? Alors, on voit, Mmh, vous faites des démonstrations ici, mmh. au siège de Huma à Paris, d'un robot, ou tout au moins d'un bras robotique qui trie des pièces, c'est des chevilles de bricolage, hein, de différentes couleurs, et qui peut les remettre, bien les ranger comme il faut. Alors, ça fait rêver tous les parents qui ont des enfants désordonnés. On se dit qu'un jour, peut-être le robot pourra ranger la chambre des enfants, même si c'est mieux que ce soit les enfants qui le fassent eux-mêmes. Mais est-ce que ça, c'est difficile pour en arriver là? Eh bien, oui, c'est un énorme challenge de pouvoir, aller dans des environnements qui sont totalement déstructurés, enfin Ouais. désorganisés, et de pouvoir faire tout un tas de tâches. Et c'est pour ça que nous, on s'attaque à la logistique en premier, en Europe, là où Mmh. le besoin est en fait un des plus forts au monde. Il y a énormément de centres logistiques, de traitement de colis, avec beaucoup de personnes qui font ce travail qui est assez pénible et épuisant. Mmh. Hem, il y a des secteurs où 60 des personnes, en fait, partent après 1 an, parce que ils sont trop complexes. Donc ce sont des secteurs où on est persuadé que cette robotique peut permettre d'accélérer les choses et de répondre à un besoin. Donc selon vous, les robots, c'est pas fait pour prendre la place des humains et les jeter dehors, mais c'est plutôt pour faire ce que les humains n'ont plus envie de faire aujourd'hui? Effectivement, il y a des secteurs où le savoir-faire et les personnes, en fait, tend à devenir de plus en plus rare. Mmh. Et les nouvelles générations sont beaucoup plus intéressées par d'autres métiers. Et donc ce sont enfin, ces besoins-là que nous, on vise à adresser en premier. Et il y a aussi un aspect qui pour nous est encore plus important, c'est que on fait face à une crise démographique, notamment en Europe, où on est déjà en dessous du seuil de renouvellement. Donc on est à 1,6 et le seuil est à 2,1. Donc on est déjà dans une pente où en fait le nombre total de population tend à diminuer. Ça crée aussi des tensions entre générations, Mmh. ça crée tout un besoin, et surtout une part de la valeur économique qui tend à manquer, qui va dans ces prochaines années manquer. Et donc pour maintenir le contrat social et même le renforcer, on pense que ces robots vont être très, très importants et critiques, et ça va accélérer le développement de ces robots, et c'est une dynamique démographique, cette dynamique démographique qui touche tous les pays du monde. Mmh. Donc c'est ça qui va motiver cette robotique aussi. Donc il y a un marché énorme, ce qui explique aujourd'hui, la profusion d'entreprises comme la vôtre, je dirais. Exactement, exactement. Ouais. Non seulement le marché, mais aussi le fait que la technologie devient possible. Et puis,
Et puis, en Asie... Alors possible, mais bon, on le voit, on n'est pas encore au bout du chemin. Il y a encore Ouais. des choses que les robots n'arrivent pas à faire, n'arrivent pas, même sur la durée. C'est quoi les grands défis, les grosses difficultés aujourd'hui? Les points de blocage? En fait, le premier, c'est vraiment l'intelligence artificielle. C'est qu'on commence à développer de nouvelles techniques qui sont entre la recherche et l'ingénierie pour avoir ces réseaux de neurones artificiels, un peu les mêmes que ceux qui sont utilisés sur ChatGPT, sur le chat de Mistral et autres, et qui permettent de s'adapter à tout un tas de tâches. Et donc ça, c'est le premier défi. Il y a aussi 3 points, en fait. C'est la vitesse d'apprentissage qui est clé. La vitesse d'apprentissage sur, en fait, une nouvelle tâche qu'on va essayer d'apprendre au robot. Ça, c'est votre point fort? Effectivement, nous, avec la méthode qui rend Uma unique, c'est le real-time learning, donc l'apprentissage en temps réel. On se concentre sur des vitesses d'apprentissage qui sont les meilleures au monde. Ouais, mais on peut avoir une idée, c'est quoi la vitesse d'apprentissage d'un robot? Alors, nous, c'est un des points clés, donc on n'a pas encore communiqué dessus. Ah, et c'est votre secret. C'est secret, on le fera sûrement bientôt. Et puis ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est à quel point le robot peut opérer de façon autonome pendant des heures, sans intervention humaine. C'est-à-dire pour qu'il ne se trompe pas, pour qu'il ne tombe pas en panne, pour qu'il ne chauffe pas trop, etc. Alors, il y a cet aspect hardware, mais il y a le côté software. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de tâches qui aujourd'hui ne sont pas automatisées, des tâches très répétitives, mais 1% du temps, il y a un petit problème, une petite chose imprévue qui n'a pas été programmée, qui fait que le robot s'arrête et qu'on est obligé d'intervenir. Comme les voitures autonomes. Certains modèles de voitures autonomes. Effectivement. Alors pour les voitures autonomes, il y a le côté aussi sécurité routière. Enfin, c'est pas juste des voitures totalement autonomes, mais il peut y avoir un assistant de conduite qui les rend utiles et qui fait qu'on peut récolter des données assez précises et pas trop chères pour les robots. En fait, c'est coûteux. Il faut et donc ces données de tâches qui ratent de cas vraiment à la marge, et bien ça, ce sont les données qui sont les plus précieuses et qui permettent d'entraîner des robots qui sont robustes à ces petits problèmes sur des chaînes d'assemblage, sur des chaînes de traitement logistique. Et donc avec ces nouvelles méthodes d'IA, l'idée c'est de pouvoir c'est d'avoir les méthodes pour y arriver, pour arriver à avoir assez d'intelligence pour que le robot se débrouille et qu'il n'y ait pas besoin d'intervention. Alors, il faut dire que vous, Rémi Cadenne, vous n'êtes pas un perdreau de l'année, malgré votre jeune âge. Vous avez de l'expérience dans ce domaine. Vous avez travaillé chez Tesla. Vous avez travaillé également chez Hugging Face. Donc, votre cœur d'expertise, c'est l'intelligence artificielle et l'apprentissage. Effectivement, donc j'ai fait un doctorat à Sorbonne Université où j'ai travaillé sur tout ce qui est intelligence artificielle, réseau de neurones pour le langage et la vision. Ensuite, j'ai fait un postdoc à Brown University pour tout ce qui est neurosciences et IA. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant quasiment 5 ans, un temps de quasiment 5 ans, où j'ai pu voir les balbutiements de Tesla AI pour la voiture autonome, vers le déploiement à large échelle sur des millions de voitures qui opèrent en temps réel. Donc j'ai pu voir en fait le déploiement de ces IA. Donc de passer de la recherche à l'application et en plus à l'évolution et au scaling de cette nouvelle technologie. Et puis ensuite je suis revenu sur un peu mes racines de chercheurs et de chercheurs dans l'open source en fait et dans l'open research. Et donc j'ai créé le robot chez Hugging Face, qui est une bibliothèque de fonctions et d'outils pour cette nouvelle technologie d'IA pour la robotique et qui permet de démocratiser cette technologie. Et donc on a fédéré plein de communautés dans le monde, des étudiants, des chercheurs qui utilisaient notre petit bras de robot qui coûte 100 $, 100 €, à assembler en fait soi-même et à pouvoir déjà commencer à faire une sorte de recherche et atteindre l'état de l'art sur ces petits robots.
D'accord. Et quels sont les profils des gens qui travaillent avec vous aujourd'hui chez Huma et combien êtes-vous? Alors nous, on est une trentaine. 70 de ce qu'on fait, c'est, du software et de l'IA. OK. 30 c'est du hardware. Donc on a des personnes spécialisées aussi dans l'électronique, dans la mécanique, Mmh. dans le design. On a des gens qui ont du savoir-faire sur les mains, sur le design, de mains, qui ont des capacités de dextérité. On est, une équipe très soudée, il n'y a pas de département, très séparé. Le but, c'est de créer une innovation à la frontière, qui combine l'IA, le software et le hardware. On a 3 bureaux, Mmh. celui de Paris, qui est en plein centre de Paris, boulevard Haussmann, Ouais. et on a un énorme espace Au avec, siège de la BPI, enfin dans le même bâtiment que la effectivement, banque dans le publique alors, d'investissement? c'est, totalement un hasard. On a réussi à Ouais. trouver ce lieu, qui est, sous les toits, mais, Mais qui vous a aidé à voir le jour ou pas? hem, et bien, bon, on était en contact parce que BP est un acteur, très important, mais, Ouais, non, c'est, vraiment un hasard qu'on ait trouvé dans les mêmes locaux de d'accord. la BPI, et de créer, d'ailleurs, on est 3 entreprises, hein. Il y a Ouais. pas juste Ouma, mais on partage un peu ce lieu en commun. Et qui sont vos investisseurs aujourd'hui? Et bien, c'est très international, mais c'est comme le fait qu'on n'est pas juste en France. On est incorporé en France, mais on a aussi un labo à Genève, et on a, toute une partie go to market à Londres. D'accord. Et donc, nos investisseurs, viennent d'horizons très différents. Pour des projets aussi ambitieux et long terme comme le nôtre, on a, des structures, qui ont toute cette expertise globale, donc notamment, un VC US qui s'appelle Greycroft. Et puis on a, des VC aussi Silicon Valley, mais de différents horizons, Inde, Corée du Sud, et on a bien sûr, plusieurs Européens avec des business angels, comme Nicolas Rosberg, comme Thomas Wolff, qui est De le Hugging chief sa Face? de Hugging Face, Mmh. comme le CEO aussi de Hugging Face, Clément Delangue, Mmh. et on a aussi Yann Lequin comme, conseiller scientifique. D'accord. Votre concept de robot, justement, il rejoint la notion des world models de Yann Lequin, qui dit, pour faire court, que eh bien, l'IA ne sera véritablement performante que le jour où elle pourra apprendre aussi vite qu'un enfant, et qu'un robot puisse apprendre simplement en lui montrant deux, trois fois une tâche à effectuer. Vous Mmh. êtes sur cette ligne-là? Oui, bien sûr, moi je suis très inspiré par Yann Lequin, qui est un chercheur, d'exception, et les world models, c'est une nouvelle boîte à outils, dans l'IA qui est, à la frontière. Mais c'est ce que vous utilisez, vous? Alors nous, on considère que le world model, ça va nous être très utile pour tout l'aspect sécurité. Parce qu'on on produit un mouvement, notre IA produit un mouvement, et notre world model va être capable de prédire les conséquences de ce mouvement, Ouais. et Si je donne une gifle à un humain, ça peut lui faire très mal. exactement, et si ça lui fait pas mal, on apprend du résultat. Ouais, Mais bon, l'idée, c'est souvent d'être beaucoup plus sympathique, et donc les world models, ça permet de prédire les conséquences. Les conséquences, c'est plutôt, qu'est-ce qui se passe quand je fais tomber, une tasse? ouais. Bon, bah, on entend un bruit, peut-être qu'elle va se casser, ça dépend du matériau. Donc en fait, on peut apprendre plein de choses sur le monde, et en plus à des horizons, plus ou moins longs, D'accord. donc à faire de la planification. Et donc ces world models vont être, clés à la fois pour accélérer l'apprentissage de la physique du monde réel, pour la sécurité, pour, si la prédiction n'est pas idéale, et bien, en fait, on va pas activer le mouvement. On va Mmh. attendre que le chemin du mouvement soit absolument, clair et sécurisé. Et puis le troisième aspect, c'est, tout ce qui est, planning et planification, à Ouais, différents horizons. Donc ça, c'est d'accord. vraiment les aspects que le world model peut aider, et bien sûr, nous, notre but, c'est d'être aussi à la frontière et d'être, plus que juste une entreprise industrielle, c'est vraiment d'être à la frontière de la recherche fondamentale.
Je reviens sur votre prototype de robot. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un prototype, hein. Voilà, il est un peu nu, il est un peu, c'est une grosse machine, il y a beaucoup de ferraille. Comment vous le voyez à long terme? Il aura une allure un peu plus sympathique, un peu plus élégante? Bah, moi, je le trouve déjà très élégant. Oui, bah, parce que vous voyez ça avec, un œil de chercheur. Et bah, c'est vrai qu'en fait, nous, notre but, c'est d'être, les plus rapides possible. Donc Oui, on a c'est ça. Il faut rappeler qu'en 9 mois, vous avez fait tout ça ouais, en partant de zéro, exactement. à la fois la machine, le software, L'IA. les use cases, envisagés, Ouais, la etc. stratégie go-to-market, Ouais. on a parlé à une cinquantaine de clients qu'on avait présélectionnés, on a fait des visites d'usines, on a récolté tout un tas de données, pour l'apprentissage de ces robots et alors le design du Oui, robot. le design. Du À quoi il va robot, ressembler? eh bien, nous, notre vision, c'est qu'à terme, on a besoin de robots humanoïdes. Parce que ces robots, s'ils ont un corps qui, est similaire au nôtre, ils vont apprendre beaucoup plus rapidement. Ils vont aussi pouvoir se mouvoir dans des environnements qui sont similaires, à la fois dans les usines, mais aussi dans les usines où peut-être certains auront des roues au début, Ouais. mais à terme, ils auront peut-être des jambes. Et ils peuvent être déployés aussi, dans tout un tas d'environnements comme, dans les maisons, à terme. Et puis aussi, il leur faut des mains avec 5 doigts pour manipuler, nos outils, pour manipuler différents objets. Donc ça, c'est vraiment notre vision et puis en plus, il faut, un robot qui donne une impression de calme, de compétence, et qui soit approchable. Et comment on fait tout ça? Eh bien, on travaille beaucoup sur le design. On travaille sur la réflexion d'une technologie qui, est à ses débuts, qui va être amenée à être développée, énormément et donc il faut qu'on le fasse de la meilleure façon possible, façon la plus sécurisée possible. Il faut qu'il soit léger, il faut que ce robot, vraiment donne Ouais. envie, de l'avoir autour de nous, en fait. Alors, vous avez commencé à montrer quelques images de ce à quoi ça pourrait ressembler. Il a un petit air d'Optimus, moi, je trouve, ou même de Figure AI. En fait, voilà, ces robots qui ont une espèce de vêtements texture. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ah bah, Qu'est-ce qui le contrairement différencie? bah, là, ce qui le différencie, c'est que, justement, on peut lui mettre des vêtements. Ouais. Alors, ce sont des vêtements techniques, mais ça reste, différent d'Optimus et de Figure qui eux, n'ont pas de Qui n'ont vêtements. pas ce Exactement. mais il y a lequel a une espèce de comme ça Ah oui, mais c'est pas un vêtement. de peau de Et ce n'est pas ouais. c'est pas un vêtement, C'est quelque d'accord. chose qui cache l'intérieur du robot, mais Ouais, c'est pas un ça. vêtement. Et Mais donc c'est pas un robot, c'est une poupée que vous faites alors. C'est bon, on pourra l'habiller en fonction de ses humeurs. en fait, nous, on a ce vêtement, un Ouais. vêtement qui est en fait plus ou moins technique, les jeans notamment et qui sont, qui nous permettent de nous adapter à notre environnement. Et on pense que si on veut créer un robot qui soit le plus généraliste possible, il faut qu'il puisse s'adapter. Et donc oui, on va avoir différents, types, de vêtements, de D'accord. couleurs, De couleurs, effectivement, ouais. robot gris, jaune, rouge. Effectivement, il faut aussi que ça soit identifiable comme un robot de loin. Ouais. On pense que c'est un monde. On n'est pas en train de copier Ouais. absolument l'humain, Mais mais, enfin, a mais ses priori, vous faites capacités. quand même, par exemple, le choix de lui mettre une tête, un visage, un regard. D'autres, voilà, un de vos, je sais pas si c'est un concurrent, mais Vandercraft, par exemple, le robot de Vandercraft n'a pas de tête. Pourquoi vous faites ce choix-là? Alors nous, c'est le design qu'on appelle North Star, donc c'est la vision en fait un peu long terme, et donc on va développer nos robots. On a déjà ce prototype qui a aussi une tête et qui va être développé dans ce sens. Mais sur le court terme, notre but c'est aussi de développer un vrai produit sur roue avec des capacités de dextérité. D'accord. Donc on est sur des stratégies où on a une qui est un peu plus long terme et une un peu plus court terme. On est très pragmatique. On s'adapte aussi. Il y a plein d'idées dans l'air. Tout le monde est en train de tester différents aspects. Nous, on pense que ces robots qui sont intelligents, il faut qu'ils aient une capacité à interagir
avec le monde et en fait une tête, Une apparence humaine, une c'est ce apparence qui humaine, permet c'est comme les IA digitales. ouais. Elles ont une interface qui est le langage naturel et qui nous permet très facilement de les prendre en main. Mes parents ont pris en main ces IA très facilement. Même avec le langage, maintenant, on peut leur parler. Oui, Eh bien, vocalement. les robots, ça va être la même chose. Il leur faut une interface qui soit naturelle. Il faut qu'on puisse savoir leur intention. Donc, que quand ils regardent un endroit, en fait, on puisse comprendre qu'ils sont intéressés par cet endroit-là et qu'ils vont aller dans cette direction. Il y a toute une interaction, en fait, à travailler et on pense que, voilà, avoir un corps qui est humanoïde, c'est peut-être le format le plus pertinent sur le long terme. Bon, bah, très bien, grosse ambition donc, surtout l'ambition de partir dans toutes les directions en même temps. Enfin, en tout cas, à la fois la recherche, l'intelligence, le hardware, et puis la commercialisation aussi à laquelle vous pensez déjà. Mais c'est un marché qui est quand même de plus en plus embouteillé. Si vous deviez, pour résumer, résumer les caractéristiques de Ooma, c'est quoi par rapport à la concurrence? Alors embouteillé parce que les enjeux sont quand même très importants, à terme, de répondre aux challenges notamment démographiques. Mmh. Par contre, c'est un marché qui n'a pas encore été capturé. Ce sont Ouais. des nouveaux Vous types pensez de qu'il y a de la robots. place pour tout le monde Ah aujourd'hui? bah oui, oui, oui. Je pense que c'est comme un peu l'automobile, hein. Il y a énormément de marques, donc après il y a des marques qui sont très innovantes et qui avancent des fois un peu plus rapidement que d'autres. Mais voilà, on peut imaginer il y aura de la place pour tout le monde. Le besoin est sûrement très important, et donc c'est pour ça que nous, on existe, pour développer un acteur aussi qui commence en Europe avec une ambition globale. Ouais. Et alors ce qui est unique chez Ooma, bah, c'est qu'on développe déjà absolument tout, IA, software, robotique, qu'on a une stratégie go-to-market qui est extrêmement précise et pertinente, et qu'aussi on a une stratégie de scaling de cette technologie, heu, en construisant des robots qui ont une capacité de construire d'autres robots. Donc on a mis, Vous êtes déjà à penser au moment où exactement. vos robots fabriqueront d'autres robots? Exactement, exactement. Je pense que ça va être un des avantages compétitifs et clés de aussi de cette technologie qu'on développe. Le smartphone a mis 12 ans depuis le premier iPhone à atteindre le nombre d'humains sur Terre. Et donc avec ces robots qui créent d'autres robots, on peut potentiellement aller encore plus vite. Et donc voilà, ça c'est un des aspects. Donc on est à la frontière de ce qui se fait en IA. On peut co-designer le hardware. On a la stratégie go-to-market et la stratégie de production sur le long terme. Et à quelle échéance? Vous avez déjà des dates, des bornes, des étapes prévues? On a un plan étape par étape. Et là, le premier but, c'est de déployer quelques robots sur roue avec des capacités de dextérité chez des clients à la fin de l'année et de montrer la valeur de cette technologie. Ça, première milestone. Et puis ensuite, on les a pas encore décrites, mais on a déjà plein d'idées et plein de milestones en tête pour l'année d'après. Merci beaucoup, Rémi Cadenne, CEO et cofondateur de Ooma.